Après l'enterrement de mon mari, ma fille m'a déposé sur un chemin de terre perdu au milieu de nulle part et m'a dit « C'est ici que tu descends. La maison et le commerce? Ils sont à moi maintenant. » Je l'ai regardé disparaître dans la poussière, serrant contre moi mon sac à main. Pas de téléphone. Pas d'argent. Seule, là, j'ai compris, je n'étais pas impuissante. J'étais libre. Et elle ignorait tout de ce que j'avais fait avant la mort de son père. La portière claqua avec un bruit sec, comme un dernier battement de cœur. Je suis restée plantée au bord de cette route étroite et défoncée, mon lourd sac à main serré contre ma poitrine. Un nuage de poussière s'est élevé autour de mes chaussures noires tandis que la voiture de ma fille s'éloignait à toute vitesse, son moteur vrombissant dans le calme de l'après-midi. « Ne reviens pas !» avait crié ma fille, Catherine, par la fenêtre avant d'accélérer. Les serrures sont changées et le terrain est vendu. Tu es le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Je l'ai regardé s'éloigner jusqu'à ce que la voiture ne soit plus qu'un point minuscule à l'horizon. Mon mari, Robert, avait été enterré il y a à peine 3 heures. La terre de sa tombe était encore fraîche, et pourtant, mes propres enfants m'avaient déjà traité comme un déchet bon à jeter. Je regardais autour de moi. Il n'y avait que des champs déserts et une clôture de fil de fer rouillé. Il ne m'avait pas emmenée dans la maison de retraite huppée qu'il m'avait promise. Il m'avait conduite à 30 kilomètres de là, en pleine campagne, et m'avait laissée sur une route sans nom. Mes pensées revinrent au matin. J'étais assise dans ma cuisine, encore voilée de deuil, essayant de boire une tasse de thé. C'est alors que mon fils, Peter, entra avec une pile de cartons. « Qu'est-ce que tu fais avec ça, Peter ?» demandai-je d'une voix tremblante. « On vide la maison, maman, » dit-il sans me regarder. « Les promoteurs veulent les clés lundi. Ils rasent la chambre d'enfant pour construire un nouvel entrepôt. Ils la rasent. » Je me levai si brusquement que ma chaise bascula. « Ton père et moi avons passé 40 ans à faire pousser ces arbres. Cette pépinière, c'est le cœur de cette ville. » Catherine entra alors, un bloc-notes à la main. « Ce n'est qu'un tas de terre et de dettes, maman. On a déjà signé les papiers. Papa nous a donné une procuration le mois dernier, pendant son hospitalisation. »« C'est impossible, » dis-je. Robert était dans le coma le mois dernier. Il était incapable de signer une liste de courses, encore moins un contrat légal. Catherine brandit un document. Je vis la signature de Robert en bas. Épaisse et sombre, d'une main assurée. Mon cœur se serra. Robert n'avait pas pu tenir un stylo depuis des mois. C'étaient mes enfants, ceux que j'avais élevés, et ils avaient falsifié la signature de leur père mourant pour me voler ma vie. « Tu es confuse, maman, » dit Peter d'une voix fausse et mielleuse. « Le médecin a dit que ta mémoire te fait défaut. C'est pour ça qu'on t'a trouvé un endroit agréable où loger. Un endroit sûr. » Ils m'avaient forcé à monter dans la voiture. Ils ne m'ont même pas laissé emporter mon album de mariage ni mon manteau préféré. Mais ils avaient commis une grave erreur. Ils me prenaient pour une vieille femme sénile qui ne comprenait rien. Ils ignoraient que je les avais vus chuchoter dans les couloirs de l'hôpital des semaines auparavant. Je savais qu'ils tramaient quelque chose. Avant qu'ils ne me traînent hors de la maison, je m'étais glissée à la cave. Derrière le vieux chauffe-eau, il y avait une pierre descellée. J'avais plongé la main à l'intérieur et en avais sorti une petite boîte en métal lourd. Je l'avais cachée dans mon grand sac, sous un simple châle de laine. Maintenant, debout au bord de la route, je m'assis sur ma valise. Mes jambes étaient flageolantes, mais mon esprit était vif. J'ouvris mon sac et touchai le métal froid de la boîte. À l'intérieur se trouvait le véritable testament que Robert et moi avions rédigé 10 ans plus tôt avec un avocat secret du comté voisin. Il stipulait que le survivant de nous deux serait propriétaire de tout, la maison, le terrain et l'entreprise, jusqu'à notre décès. J'avais aussi une grosse enveloppe remplie de billets que j'avais retirés de nos économies privées des semaines auparavant, juste avant que Peter et Catherine ne bloquent les comptes principaux. Je me suis levée.
Je n'allais pas me laisser mourir dans la poussière. J'ai commencé à marcher. Le soleil tapait fort et ma robe noire emprisonnait la chaleur, mais j'ai continué d'avancer. Après 3 kilomètres, j'ai aperçu une petite ferme avec un camion garé devant. Un vieil homme était assis sur le perron, en train de réparer un nichoir en bois. Il a levé les yeux quand je me suis approché du portail. « Vous avez l'air d'avoir vécu une guerre, madame », a-t-il dit en posant ses outils. « J'ai vécu un enterrement », ai-je répondu en essuyant la sueur de mon front. « Et un vol. Je m'appelle Martha. Puis-je vous payer pour vous emmener en ville ?» J'ai sorti un billet de $20 de mon sac. L'homme a regardé l'argent, puis mon visage poussiéreux. Il s'est levé et a pris ses clés. « Gardez votre argent pour l'instant, » a-t-il dit. « On dirait que vous avez plus besoin d'un ami que d'un taxi. Où allez-vous ? » « Au commissariat, » ai-je répondu. « Et ensuite chez un avocat. J'ai des enfants à qui je dois donner une leçon. » En retournant vers la ville, nous sommes passés devant l'entrée de ma maison, la pépinière des clochettes. J'ai aperçu le panneau jaune vif, vendu, planté dans l'herbe. J'ai eu l'impression d'avoir un coup de poignard en plein cœur. J'ai vu la voiture de Catherine garée dans l'allée et les lumières allumées dans le salon. Ils étaient probablement à l'intérieur, en train de siroter mon vin hors de prix et de fêter leur nouvelle fortune. Ils pensaient que j'étais parti. Ils pensaient que j'étais un fantôme. « Arrêtez le camion une seconde, » dis-je au chauffeur. Il se gara. Je jetai un dernier regard à la maison avant de partir pour le commissariat. Je ne pleurais plus. La tristesse s'était muée en autre chose, quelque chose de dur et de froid. « Il croit avoir gagné, » murmurai-je. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» demanda le chauffeur. « Rien, » répondis-je en me laissant aller dans mon siège. « Conduisez. La nuit sera longue. » Nous arrivâmes en ville au coucher du soleil. Le chauffeur me déposa devant le commissariat. Je le remerciai et entrai. La climatisation était glaciale et la lumière vive. Un jeune agent à l'accueil me regarda avec pitié. « Puis-je vous aider, madame ? Êtes-vous perdue ? » Je déposai la boîte métallique sur le comptoir avec un bruit sourd. « Non, je ne suis pas perdue, » dis-je en le regardant droit dans les yeux. « Je veux porter plainte pour fraude, vol et agression. Et je veux m'assurer que mes enfants ne dépensent plus jamais un centime de mon argent. » J'ouvris la boîte et en sortis le testament. Les yeux de l'agent s'écarquillèrent lorsqu'il commença à le lire. Il comprit très vite que je n'étais pas une vieille dame désorientée. C'était une femme prête à tout pour récupérer ce qui lui appartenait. Le commissariat était silencieux, mais j'étais en proie à une angoisse terrible. Assise dans une petite pièce au mur jaune, j'attendais l'arrivée de l'avocat, Maître Henderson. Le jeune agent avait recueilli ma déposition, et je sentais bien sa compassion. Il m'apporta une tasse de café tiède dans un gobelet en carton. Je ne la bus pas, je la tins simplement pour calmer mes tremblements. Quand Maître Henderson entra enfin, il avait l'air furieux. C'était un homme grand, aux cheveux gris, vêtu d'un costume plus cher que la voiture de ma fille. Il avait été le meilleur ami de mon mari Robert pendant 30 ans. « Martha, Dieu merci, tu es saine et sauve », dit-il en s'asseyant en face de moi. Le policier m'a raconté ce qui s'est passé au téléphone. Te laisser là, au bord de la route, c'est monstrueux. Il croit avoir un Nouveau Testament, Bill, dis-je en faisant glisser la boîte métallique sur la table. Ils m'ont montré un papier avec la signature de Robert. Il avait l'air authentique, mais je sais que ce n'était pas le cas. Robert était incapable de tenir un verre d'eau à la fin. Monsieur Henderson ouvrit la boîte et en sortit les documents originaux. Il mit ses lunettes et les lut attentivement. « Voici l'acte de propriété de la pépinière Bluebell et de votre maison. Et ceci, dit-il en brandissant un épais morceau de parchemin, est la fiducie à toute épreuve que Robert et moi avons créée il y a 5 ans.
Il stipule que la propriété et tous les actifs de l'entreprise vous seront transférés directement à son décès. Il précise également que toute modification ultérieure du testament devra être signée en ma présence et notariée par mon cabinet. Alors, leur document ne vaut rien? Ai-je demandé. C'est pire que rien, c'est un crime, a dit Bill. C'est un faux et une escroquerie. Mais il faut faire attention. S'ils ont déjà commencé la vente du terrain à ses promoteurs, il faut l'arrêter avant que l'argent ne soit versé. Ils ont dit que la transaction se conclurait lundi matin, lui ai-je rappelé. Il ne reste que 2 jours. Nous avons donc 48 heures pour vous sauver la vie, a-t-il dit. Il m'a aidé à me relever. Nous sommes sortis du commissariat et il m'a conduite dans un petit hôtel tranquille à la périphérie de la ville. Il a payé la chambre avec sa propre carte pour que mes enfants ne puissent pas me localiser grâce aux alertes bancaires partagées. Reste ici, m'a dit Bill. Ferme la porte à clé. Je vais aller au bureau d'enregistrement du comté dès demain matin. Je vais déposer une requête en référé pour bloquer la vente de la pépinière. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Assise près de la fenêtre, je contemplais la lune. Je pensais à Catherine et Peter. Je me souvenais d'avoir appris à Catherine à planter son premier rosier. Je me souvenais de Peter jouant dans la terre pendant que Robert conduisait le tracteur. Comment ces adorables enfants avaient-ils pu devenir des adultes capables d'abandonner leur mère au milieu de nulle part? Le matin arriva, et avec lui, un nouvel élan. Je suis allé dans un magasin voisin et j'ai acheté un jean solide, une chemise de travail et des bottes. J'en avais assez de porter ma robe de deuil. J'en avais assez de pleurer l'homme que j'avais perdu et j'étais prête à me battre pour la vie que nous avions construite. À midi, Monsieur Henderson m'a appelé. L'injonction est déposée, Martha. La vente est officiellement suspendue. Mais il y a un problème. Vos enfants vous ont signalé comme personne disparue atteinte de démence. Ils disent à la police que vous vous êtes égaré et que vous n'êtes pas saine d'esprit. Ils essaient de discréditer votre témoignage avant même l'audience. Ils essaient de me faire passer pour folle, ai-je dit d'une voix glaciale. Exactement. Si un juge les croit, ils pourraient être nommés tuteurs légaux. Dans ce cas, ils pourront signer n'importe quel document et notre confiance ne servira plus à rien. Que faire? Ai-je demandé. Il nous faut une évaluation médicale. Aujourd'hui même. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Harris. C'est le meilleur neurologue de l'État. S'il signe un document attestant que vous êtes parfaitement sain d'esprit, leur plan s'effondre. Le reste de la journée fut un tourbillon d'examens. J'ai répondu à des questions, résolu des énigmes et laissé un médecin examiner mes yeux à la lumière vive. C'était épuisant, mais je n'ai échoué à aucun examen. Madame Miller, dit le docteur Harris en se penchant en arrière sur sa chaise. Vous êtes plus brillante que la plupart des gens 2 fois plus jeunes. Je ne comprends pas pourquoi vos enfants disent cela, mais je peux attester que vous êtes parfaitement lucide. Ce document en main, je me sentais protégée. J'ai appelé Bill. J'ai le rapport médical. Quelle est la prochaine étape? Maintenant, dit Bill, et je perçus un sourire dans sa voix. On rentre. Il faut les prendre sur le fait. Nous sommes rentrés à la pépinière Bluebell au coucher du soleil. En remontant la longue allée de gravier, j'ai aperçu 3 voitures de luxe garées devant la maison. Des hommes en costumes élégants discutaient avec Catherine et Peter sur le perron. Ils tenaient des plans. Ils prévoient déjà la démolition, ai-je murmuré. Faisons-leur une surprise, a dit Bill. Nous sommes sortis de la voiture. J'ai monté les escaliers, mes bottes neuves résonnant bruyamment sur le parquet. Catherine riait à une remarque de l'un des hommes, mais en me voyant, son rire s'est étouffé. Elle est devenue livide, la bouche grande ouverte. Maman, a-t-elle halté? Comment es-tu arrivée ici? Peter est sorti par la porte d'entrée, tenant une boîte contenant les anciens trophées de Robert.
Il l'a laissé tomber en me voyant. Tu es censé être, enfin, on était tellement inquiets. On a appelé la police. Vous n'avez pas appelé la police pour me retrouver, ai-je dit en m'approchant d'eux. Vous les avez appelés pour cacher ce que vous avez fait. Mais je ne suis plus caché. L'un des hommes en costume s'est avancé. Excusez-moi, qui est à l'appareil? Nous sommes en pleine dernière visite avant la signature de lundi. Je suis Martha Miller, dis-je en regardant l'homme droit dans les yeux. Et je suis la propriétaire de ce terrain. Cette vente est terminée. Ne l'écoutez pas, cria Peter en s'interposant entre nous. Notre mère est très malade. Elle erre. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. En réalité, elle sait parfaitement ce qu'elle dit, rétorqua M. Henderson en s'avançant et en tendant un dossier au promoteur principal. Je suis l'exécuteur testamentaire de la succession Miller. Voici une injonction du tribunal suspendant cette vente. Et voici un certificat médical du docteur Harris attestant de la capacité mentale de Madame Miller. Le promoteur s'empara des documents et commença à lire. Son visage devint rouge de colère. Il regarda Catherine et Peter avec une rage folle. Vous nous avez dit que vous étiez le propriétaire légitime de ce terrain. Vous nous avez dit que la mère était incapable. Si. On a le testament. Hurla Catherine en fouillant dans son sac pour en sortir le faux papier. Ce papier est un faux, Catherine, dis-je doucement. Et la police enquête déjà. Tu n'as pas seulement essayé de voler une maison. Tu as essayé de voler une vie. Les promoteurs ne restèrent pas longtemps. Comprenant qu'ils étaient pris dans un imbroglio juridique, ils se précipitèrent vers leur voiture, laissant mes enfants seuls sur le perron. Maman, attends, commença Peter, la voix tremblante. On peut s'expliquer. On essayait juste de régler ça pour que tu n'aies pas à t'inquiéter. Garde ça pour le juge, Peter, dis-je. Maintenant, descendez de mon perron. Tous les deux. Vous ne pouvez pas nous mettre à la porte, cria Catherine, le visage déformé par la haine. On n'a nulle part où aller. On a investi toutes nos économies dans ce projet. Alors je suppose que vous devriez commencer à marcher, dis-je, reprenant les mots qu'elle m'avait dits sur le chemin de terre. Il y a un arrêt de bus à environ 5 kilomètres. Vous avez des jambes. Servez-vous-en. Je les regardais réaliser qu'ils avaient tout perdu. Ils n'avaient plus la maison, plus l'argent, et maintenant, ils n'avaient plus de mère. Le silence qui suivit le départ de mes enfants fut le plus lourd que j'ai jamais ressenti. Même si la chambre des enfants était de nouveau la mienne, la maison me semblait vide. Monsieur Henderson resta quelques heures pour m'aider à changer les serrures encore une fois, et pour s'assurer que toutes les fenêtres étaient bien verrouillées. Tu devrais te faire tenir compagnie, Martha, dit Bill en jetant un regard inquiet au coin sombre du salon. Ils sont désespérés, et les gens désespérés font des bêtises. Je m'occupe de cette terre depuis 40 ans, Bill, dis-je d'une voix plus ferme que je ne le ressentais. Je n'ai pas peur de mes propres ombres. Je veux juste être seul avec le souvenir de Robert, ne serait-ce qu'une nuit. Après son départ, je n'ai allumé ni la télévision ni la radio. J'ai parcouru les pièces, touchant les meubles. J'ai remarqué des choses que je n'avais pas vues dans le chaos du matin des funérailles. Mon service à thé en argent avait disparu. L'horloge ancienne de la cheminée avait disparu. Ils n'avaient pas seulement essayé de vendre la maison. Ils avaient déjà commencé à piller les petits trésors de ma vie. Je suis descendu à la cave et j'ai rouvert la lourde boîte en métal. J'en ai sorti un petit registre relié en cuir que Robert avait tenu. Ce n'était pas un simple livre de comptes, c'était le journal intime des 6 derniers mois de sa vie. En lisant son écriture tremblante, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. 14 mai. Peter est passé aujourd'hui. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il a seulement posé des questions sur l'assurance vie. Il s'est mis en colère quand je lui ai dit que c'était pour Martha. 2 juin. Catherine a essayé de me faire signer un papier aujourd'hui,
alors que j'étais encore sous l'effet des médicaments. Elle a dit que c'était juste pour la facturation de l'hôpital. J'ai entendu le mot « transfert » et j'ai refusé. Elle ne m'a pas apporté d'eau de tout l'après-midi. J'ai alors pleuré, de vrais sanglots profonds qui m'ont secoué de la tête aux pieds. Ils n'avaient pas seulement été avides, ils avaient été cruels envers un homme mourant. Ils avaient passé ces derniers jours à essayer de le duper au lieu de l'aimer. Le lendemain matin, le soleil se levait sur les serres et j'ai trouvé une foule de gens devant mon portail. Au début, j'ai eu peur, pensant que les promoteurs étaient revenus avec d'autres avocats. Mais en descendant l'allée, j'ai vu que c'étaient mes voisins. Madame Gable, de la boulangerie, était là avec un panier de muffins. Le jeune Sam, qui tondait notre pelouse, était là avec sa boîte à outils. On a entendu ce qui s'est passé, Martha, dit Madame Gable en me serrant la main par le portail. Toute la ville est au courant. On ne laissera pas ces vautours s'approcher. Les promoteurs ont envoyé une équipe ce matin pour prendre les mesures de la clôture, dit Sam en montrant la route du doigt. On leur a dit que le propriétaire était là et qu'il ferait mieux de déplacer leur camion avant qu'on le fasse pour eux. Pour la première fois depuis une semaine, j'ai souri. Merci. J'ai beaucoup de travail. La pépinière est à l'abandon depuis un mois, et le printemps arrive. La communauté ne s'est pas contentée de paroles, elle m'a aussi tendu la main. Toute la journée, des gens de la ville sont venus m'aider à tailler les rosiers et à arroser les jeunes plants. J'avais l'impression que la pépinière respirait à nouveau. Mais le calme fut de courte durée. Vers 15 heures, une voiture noire s'est arrêtée devant le portail. Ce n'étaient pas mes enfants. C'était un homme en costume gris impeccable, un avocat renommé du nom de Monsieur Sterling. Il semblait n'avoir jamais mis les pieds dans la terre de sa vie. Madame Miller, dit-il en me tendant une carte de visite. Je représente vos enfants, Catherine et Peter. Je suis ici pour discuter d'un accord à l'amiable. Il n'y a pas d'accord, dis-je sans interrompre mon travail. Je continuais à couper les feuilles mortes d'un hortensia. Ils ont essayé de falsifier un testament et ils m'ont abandonné à mon sort. Il n'y a rien à dire. Si, justement, dit Sterling d'une voix mielleuse et onctueuse. Ils ont déposé une plainte reconventionnelle. Ils prétendent que la fiducie que vous avez présentée hier a été créée sous influence indue, alors que votre mari n'était pas sain d'esprit il y a des années. Ils demandent également une hospitalisation psychiatrique afin que vous soyez examiné par un médecin désigné par l'État, et non par votre médecin traitant. J'arrêtai de couper les feuilles et le regardai. Ils n'arrêteront pas tant que je ne serai pas enfermé, n'est-ce pas? Ce sont vos enfants, Martha. Ils veulent juste ce qui est juste. Si vous acceptez de vendre les 16 hectares du fonds aux promoteurs et de leur remettre le produit de la vente, ils abandonneront les poursuites pour troubles mentaux et vous permettront de finir vos jours dans cette maison. Ces 16 hectares, c'est là que se trouve la vieille Chênaie, dis-je. C'est la plus belle partie du comté. Ils veulent y construire un parking. C'est une offre très généreuse, dit l'avocat. Réfléchissez-y. Une longue bataille judiciaire vous ruinera. Il ne vous restera plus rien qu'une montagne de factures d'avocats. Est-ce que ça vaut le coup? Fichez le camp de chez moi, dis-je. Martha, soyez raisonnable. J'ai dit fichez le camp de chez moi, hurlai-je, et plusieurs de mes voisins commencèrent à se diriger vers le portail, pelle et râteau à la main. L'avocat vit la foule en colère et recula rapidement vers sa voiture. Vous recevrez les papiers lundi matin, cria-t-il avant de démarrer en trombe. Je m'assis sur un banc de pierre, le cœur battant la chamade. Ils allaient essayer de me soutirer le moindre sou. Ils savaient que j'avais des économies, mais un procès important pouvait coûter des centaines de milliers de dollars. Ils pariaient que je leur céderais le terrain pour avoir la paix. Ce soir-là, Monsieur Henderson est venu me voir. Je lui ai raconté la visite de l'avocat. Il joue un jeu dangereux, Martha, dit Bill. Et Sterling est un requin.
Il sait comment faire traîner les choses en longueur. Alors il faut trouver quelque chose auquel ils ne s'attendent pas, dis-je. Bill, quand Robert et moi développions l'entreprise, il tenait une double comptabilité. Pas pour les impôts, mais par sécurité. Il disait toujours que si jamais quelqu'un essayait de nous évincer, il avait une sorte de police d'assurance cachée. Quel genre de police? Je ne sais pas. Il ne m'a jamais dit où c'était. Il a juste dit que c'était là où la première graine a été plantée. Bill observa l'immense pépinière. Ça pourrait être n'importe où, Martha. Nous avons des milliers d'arbres. Non, dis-je, un souvenir me traversant l'esprit. Pas un arbre. La toute première chose que nous avons construite, c'était le petit abri de jardin derrière la vieille ferme. C'est une ruine maintenant, mais c'est là que tout a commencé. Nous avons pris des lampes torchées et nous sommes dirigés vers le fond de la propriété. Le vieux hangar était envahi de lierre et à moitié effondré. Nous avons passé des heures à arracher les lianes et à fouiller parmi de vieux pots et des outils rouillés. Alors que j'étais sur le point d'abandonner, j'ai aperçu une petite boîte en bois coincée entre les chevrons, enveloppée dans du plastique. J'ai grimpé sur une échelle branlante et je l'ai descendue. À l'intérieur, il n'y avait pas que des papiers. Il y avait des photos. Des photos de Peter et Catherine à une fête 2 ans auparavant, une fête à laquelle ils nous avaient assuré ne pas avoir assisté. À l'arrière-plan des photos, on apercevait les promoteurs immobiliers. Ils préparaient ce projet depuis des années. Mais plus important encore, il y avait un enregistreur et une petite clé USB. Nous avons ramené la clé USB à la maison et l'avons branchée sur l'ordinateur portable de Bill. Une vidéo a commencé à se lancer. C'était une caméra cachée que Robert avait installée dans son bureau 1 mois avant sa mort. Sur la vidéo, Peter et Catherine étaient assis à son bureau. Ils répétaient. Ils reproduisaient inlassablement la signature de Robert sur un morceau de verre, cherchant à la rendre parfaite. C'est exactement la sienne, entendis-je la voix de Catherine dire sur l'enregistrement. Une fois qu'il sera parti, la vieille dame ne saura même pas ce qui lui arrive. Il faut juste s'assurer que les promoteurs ont l'argent, répondit la voix de Peter. Je ne passerai pas un autre hiver dans ce minuscule appartement. Je fixai l'écran, la main sur la bouche. Ce n'était pas qu'un faux. C'était un complot. Ils avaient planifié l'héritage de mon mari alors qu'il respirait encore dans la pièce d'à côté. Bill, murmurai-je. Est-ce suffisant? Monsieur Henderson affichait un air de satisfaction sinistre. Martha, ce n'est pas seulement suffisant pour éviter un procès. C'est suffisant pour les envoyer tous les deux en prison pour très longtemps. Bien, dis-je en fermant l'ordinateur portable. Parce que j'en ai assez d'être la victime. Demain, on passe à l'offensive. Le soleil du lundi matin se leva dans une lumière vive et claire. C'était le jour où mes enfants pensaient devenir millionnaires. Assise à ma table de cuisine, vêtue de mon plus beau tailleur, je sirotais une tasse de café. Je n'étais pas nerveuse. Pour la première fois depuis la mort de Robert, je me sentais parfaitement sereine. Monsieur Henderson arriva à 8 heures précises. Il n'était pas seul. Il était accompagné de 2 hommes en costume sombre du bureau du procureur. J'avais passé toute la soirée de dimanche à leur montrer la vidéo de la caméra cachée et le registre des actes de cruauté de mes enfants. « Es-tu prête, Martha ?» demanda Bill. « Ça ne va pas être facile. Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce sont toujours tes enfants. Ils ont cessé d'être mes enfants lorsqu'ils ont falsifié la signature de leur père alors qu'il était mourant, dis-je en posant ma tasse de café. Allons-y. Nous ne sommes pas allés à la chambre d'enfants. Nous sommes allés directement au palais de justice du comté. C'est là que devait avoir lieu la réunion finale avec les promoteurs. Catherine et Peter étaient déjà là, sur les marches de marbre. Ils semblaient aux anges.
Catherine portait une robe de créateur neuve et Peter fumait un cigare de marque. Quand ils ont vu la voiture de Bill arriver, leurs sourires se sont effacés. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» a sifflé Catherine tandis que je sortais de la voiture. « On te l'a dit, maman, tu n'es pas invitée à cette réunion. Ton avocat a reçu les documents. Tu passes une évaluation psychiatrique aujourd'hui. » « J'ai déjà passé mon évaluation, Catherine, ai-je répondu en montant les marches vers elle. Et le médecin dit que je suis parfaitement capable de prendre mes propres décisions. Y compris celle d'appeler la police. Peter a ri, l'air un peu tremblant. La police? Pourquoi faire? Vendre une entreprise qui nous appartient légalement? Tu fais un scandale, maman. Rentre à la maison avant de te ridiculiser. On n'entre pas pour une vente, Peter, dit Bill en s'avançant. On entre parce que le procureur a des questions concernant une vidéo enregistrée dans le bureau de ton père le mois dernier. Je vis le visage de Peter se décomposer. Il regarda Catherine, qui serrait soudain son sac à main si fort que ses jointures blanchirent. « Quelle vidéo ?» murmura-t-elle. « Celle où tu t'entraînais à imiter la signature de Robert sur un morceau de verre, dis-je. Celle où tu parlais de me laisser pourrir au bord de la route pour pouvoir t'acheter un nouvel appartement. » Tu bluffes, dit Peter, mais sa voix se brisa. Il n'y avait pas de caméra. Ton père était un homme intelligent, Peter, dis-je. Il savait que vous étiez des vautours. Il voulait vous donner une chance de lui prouver qu'il avait tort, mais vous ne l'avez jamais fait. Vous avez échoué à tous les tests qu'il vous a fait passer. À ce moment précis, les portes du tribunal s'ouvrirent et maître Sterling, leur avocat aux honoraires exorbitants, sortit. Il jeta un coup d'œil aux hommes en costume qui se tenaient à nos côtés et comprit aussitôt que la situation avait changé. « Que se passe-t-il » demanda Sterling. « L'affaire est close, Sterling, répondit l'un des enquêteurs. Vos clients doivent nous accompagner pour être interrogés au sujet d'escroquerie et de maltraitance envers une personne âgée. » Catherine se mit à hurler. « C'est un mensonge. Elle est folle. Elle invente tout ça par jalousie. » Elle tenta de courir vers sa voiture, mais les policiers furent plus rapides. Ils l'interceptèrent au bas des marches. Peter, lui, ne chercha même pas à s'enfuir. Il s'assit simplement sur les marches de pierre et se prit la tête entre les mains. Les promoteurs arrivèrent quelques minutes plus tard dans une longue limousine noire. Ils virent la police, ils entendirent les cris, et ils me virent, debout, la tête haute. Le promoteur principal sortit, jeta un coup d'œil à la scène, puis fit demi-tour. « L'affaire Miller est annulée », cria-t-il à son assistant. « Faites-nous partir. » Je regardais les gens qui avaient tenté de détruire ma vie être embarqués à l'arrière des voitures de patrouille. Je pensais ressentir une immense victoire, mais je ne ressentis qu'une profonde et silencieuse tristesse. J'avais perdu mon mari, et maintenant, d'une autre manière, j'avais aussi perdu mes enfants. « Veux-tu rentrer à la maison, Martha ?» Bill demanda doucement en posant une main sur mon épaule. « Pas encore, répondis-je. Il me reste une chose à faire. » Je suis entré dans le palais de justice, mais pas dans les bureaux. Je suis allé à la salle des archives. J'ai déposé les documents pour renommer officiellement la pépinière. Elle ne s'appellerait plus la pépinière des clochettes. Désormais, ce serait l'héritage de Robert. J'ai également signé un nouveau document légal. J'ai créé une fondation. Si jamais il m'arrivait quelque chose, le terrain ne reviendrait à personne. Il deviendrait un parc public et un jardin pédagogique pour la ville. Je voulais m'assurer que personne ne puisse plus jamais tenter de bétonner ces arbres. Quand je suis enfin rentré à la ferme ce soir-là, la maison était vide et silencieuse. Mais je ne m'y sentais plus seule. Elle était propre. Je suis allé dans la cuisine et j'ai commencé à préparer une marmite de soupe. J'ai entendu frapper à la porte de derrière. C'était Sam, le jeune homme qui m'avait aidé avec les roses. « Madame Miller ?»
J'ai vu que vos lumières étaient allumées, dit-il. Les voisins et moi nous demandions. La livraison de printemps des pommiers arrive demain. Voulez-vous toujours que nous vous aidions à les décharger? Je le regardai et souris. Oui, samedi. Absolument. Nous avons beaucoup de plantations à faire. Et vos enfants? Demanda-t-il avec hésitation. On dit aux infos qu'ils risquent la prison. Ils ont fait leur choix, Sam, dis-je en regardant par la fenêtre les champs sombres. Et maintenant, ils doivent en assumer les conséquences. Mais les arbres se moquent des procès. Ils ont juste besoin d'eau et de soleil. Et moi aussi. Tout en mangeant ma soupe dans la cuisine silencieuse, je sentais la présence de Robert. Je savais qu'il serait fier. Nous avions sauvé la terre. Nous avions sauvé notre maison. Et je m'étais sauvé moi-même. Les semaines suivantes furent comme une traversée d'un épais brouillard. Même si les panneaux « vendus » avaient disparu de la façade de Robert S. Legacy, les journaux locaux étaient remplis de scandales. Chaque fois que j'allais à l'épicerie, les gens s'arrêtaient de parler et me dévisageaient. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec jugement, comme si j'étais une mère cruelle d'avoir menotté mes propres enfants. J'essayais d'ignorer tout cela et de me concentrer sur la terre. Il y a une paix dans la terre qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais cette paix fut interrompue lorsque M. Henderson me convoqua dans son bureau pour une réunion préliminaire. « Martha, le procureur poursuit l'affaire, » dit Bill, l'air fatigué. « Catherine et Peter sont accusés de fraude au premier degré, de faux et d'infraction, et de mise en danger de la vie d'autrui. À cause des preuves vidéo, ils n'ont pas beaucoup d'arguments pour se défendre. »« Bien, » dis-je, le cœur lourd comme une masse. « Il y a un hic, » poursuivit Bill. « Leur avocat, Sterling, propose un accord. S'ils avouent tout et rendent l'argent qu'ils ont déjà pris sur vos économies, le procureur pourrait recommander une peine plus légère, peut-être une simple mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. » Je regardai par la fenêtre la rue. Et si je refuse l'accord? Alors on aura un procès. Vous devrez témoigner et raconter à un jury comment votre fille vous a poussé hors de la voiture en plein désert. Vous devrez les regarder pleurer et implorer votre pitié. Ce sera public et très douloureux. Ils ne regrettent rien, Bill, dis-je. Je les ai vus au tribunal. Ils ne pleuraient pas parce qu'ils m'avaient fait du mal. Ils pleuraient parce qu'ils s'étaient fait prendre. S'ils obtiennent une mise à l'épreuve, ils seront de retour devant chez moi dans 6 mois, essayant une autre façon de s'emparer du terrain. Alors, vous voulez aller au procès? Je veux qu'ils comprennent qu'il y a des conséquences à être un monstre, ai-je déclaré fermement. Le procès a commencé 1 mois plus tard. C'était un matin froid et pluvieux lorsque je suis entré dans la salle d'audience. Catherine avait mauvaise mine. Sa robe coûteuse était froissée et ses cheveux en désordre. Peter semblait furieux, fixant le sol comme s'il voulait y mettre le feu. Quand ce fut mon tour de parler, un silence de mort s'est abattu sur la salle. Le procureur m'a demandé de décrire le jour des funérailles. Je portais encore mon voile noir, dis-je au jury, d'une voix calme mais posée. Je pensais que nous allions faire notre deuil ensemble. Au lieu de cela, ils m'ont dit que j'étais un fardeau. Ils m'ont dit que je perdais la raison. Et puis, ils m'ont abandonné sur une route où personne ne pouvait entendre mes cris. Catherine éclata en sanglots bruyants et théâtraux. « Maman, s'il te plaît. On était juste stressés. On ne l'a pas fait exprès. » Le juge frappa du marteau. Silence. Je ne la regardais pas. Je regardais le jury. Ils ont falsifié la signature de mon mari alors qu'il rendait son dernier souffle. Ils ont traité l'œuvre de sa vie comme un trophée à se partager. Je ne suis pas là parce que je hais mes enfants. Je suis là parce que j'aime la vérité, et la vérité, c'est qu'ils se fichaient de savoir si je vivais ou si je mourais. L'avocat de la défense, Sterling, tenta de m'attaquer. Il me demanda mon âge.
Il me demanda si j'avais déjà oublié où j'avais mis mes clés. Il a essayé de me faire passer pour une vieille femme désorientée, simplement en colère contre ses enfants. Mais j'ai répondu à chaque question avec une lucidité implacable. Le tournant décisif est survenu lorsque le procureur a diffusé la vidéo de la caméra cachée. Entendre leur voix si froide, si calculatrice a glacé le sang de la salle d'audience. Les voir tracer la signature sur ce morceau de verre a été le coup de grâce. À la fin du 3e jour, le jury n'a même pas eu besoin d'1 heure pour délibérer. Coupable sur tous les chefs d'accusation, a annoncé le président du jury. Le juge a regardé Catherine et Peter avec un profond dégoût. Vous avez profité de la douleur d'une veuve éplorée et d'un père mourant. Vous n'avez eu aucune pitié pour la femme qui vous a donné la vie, et ce tribunal ne vous fera aucune clémence. Il les a condamnés tous deux à 5 ans de prison, avec obligation de rembourser chaque centime volé à la succession. Alors qu'on les emmenait enchaînés, Catherine m'a regardé une dernière fois. « Je te hais !» a-t-elle hurlé. J'aurais préféré qu'on vous laisse encore plus loin. Je ne dis rien. Je les regardais simplement se refermer derrière eux. Quand je sortis du tribunal, la pluie avait cessé. Monsieur Henderson m'attendait près de la voiture. C'est fini, Martha. Vraiment fini. Non, dis-je en inspirant profondément l'air frais et humide. La partie légale est terminée. Mais maintenant, je dois décider quoi faire du reste de ma vie. J'ai 16 hectares et une grande maison, et je suis toute seule. Tu n'es pas seule, me rappela Bill. Toute la ville est derrière toi. Je retournai à la pépinière. Je m'assis sur la véranda et regardai le soleil se coucher sur les serres. Je réalisai que pendant des années, j'avais vécu pour Robert, puis pour mes enfants. Je n'avais jamais vraiment vécu pour moi. Je pris un stylo et une feuille de papier. Je commençai à écrire une liste de choses que je voulais changer. Je voulais transformer la vieille grange en salle de classe pour que les enfants découvrent la nature. Je voulais créer un jardin communautaire où ceux qui n'avaient pas de terre pourraient cultiver leurs propres légumes. Je voulais redonner vie à cet endroit, pas seulement des plantes, mais aussi des gens. J'avais 70 ans et, pour la première fois de ma vie, j'étais maître de mon destin. Quelques jours plus tard, une lettre arriva de la prison. Elle était de Peter. J'ai songé à la jeter, mais la curiosité l'emporta. Je l'ouvris. Maman, je suis désolée. Vraiment désolée. Catherine est toujours en colère, mais j'ai eu le temps de réfléchir. La ferme me manque. L'odeur des pins me manque. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît, ne m'oublie pas. Je fixai la lettre longuement. Était-il vraiment désolé, ou était-il simplement seul? Je n'en savais rien. Je rangeai la lettre dans un tiroir. Je n'étais pas prête à pardonner, ni à oublier. Mais je n'allais pas non plus laisser son ombre assombrir ma joie. Je suis sortie vers les serres. Les premières fleurs de pommier commençaient à percer. Tout va bien se passer, Robert, ai-je murmuré au vent. Je m'en occupe. Une année entière s'était écoulée depuis que les portes de la prison locale s'étaient refermées derrière Catherine et Peter. Au début, le silence de la ferme pesait lourd, mais peu à peu, ce silence s'est transformé. C'est devenu un havre de paix où je pouvais enfin entendre mes propres pensées. Je me tenais sur ma véranda, par un doux samedi matin, contemplant les terres. Le panneau « L'héritage de Robert » à l'entrée de la propriété était désormais entouré d'œillets d'Inde d'un jaune éclatant. Je ne cultivais plus seulement des fleurs pour les vendre. Je faisais pousser une nouvelle vie pour toute la ville. Aujourd'hui avait lieu l'inauguration du jardin communautaire Miller. J'avais pris les 2 hectares du fond, le terrain même que les promoteurs voulaient bétonner, et je l'avais divisé en 60 petites parcelles. Les citadins qui vivaient dans des appartements exigus sans jardin commençaient à arriver. De jeunes familles, des couples de personnes âgées et des étudiants descendaient de leurs voitures, pelles et sacs de graines à la main. « Bonjour, Madame Miller »,
lança une jeune femme nommée Sarah, un enfant en bas âge sur la hanche. C'est le moment de planter les tomates. La terre est chaude et prête, Sarah, dis-je en descendant les marches pour la rejoindre. La parcelle 12 vous attend. J'ai passé la matinée à arpenter les rangs, apprenant aux gens à tailler leurs plantes et à distinguer une mauvaise herbe d'une fleur. J'éprouvais une joie que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Avec Robert, nous travaillions à notre compte. Désormais, je travaillais pour tous. Vers midi, une voiture familière s'est arrêtée. C'était Monsieur Henderson. Il paraissait plus jeune que pendant le procès, sans doute parce qu'il n'était plus accablé par le poids de mes batailles juridiques. Il s'est approché de moi, 2 limonades fraîches à la main. « Tu as réussi, Martha, dit-il en me tendant un verre. Tu as transformé un lieu de tristesse en un lieu d'espoir. Robert serait fou de joie s'il pouvait voir ça. » Je crois qu'il le voit, Bill, dis-je en levant les yeux vers le ciel d'un bleu limpide. Il a toujours voulu que cet endroit reste verdoyant. J'ai simplement emprunté un autre chemin pour y parvenir. Nous nous sommes assis sur un banc en bois près de l'ancien abri de jardin, que j'avais transformé en petite boutique de souvenirs et café. J'ai des nouvelles, dit Bill d'une voix plus grave. J'ai reçu un appel de la Commission des libérations conditionnelles. Grâce à leur bonne conduite et au remboursement qu'ils ont effectué avec leurs comptes cachés, Peter et Catherine pourraient être libérés plus tôt que prévu, peut-être dans un an. Je pris une longue gorgée de ma limonade. Il y a un an, cette nouvelle m'aurait glacé le sang. J'aurais été sur mes gardes, craignant leurs prochaines actions. Mais maintenant, j'éprouvais juste une étrange sorte de pitié. « Tu crois qu'ils vont revenir ?» demandai-je. « Ils n'y sont pas autorisés, » répondit Bill. « L'accord prévoit une ordonnance d'éloignement. Ils ne peuvent pas s'approcher à moins de 16 kilomètres de cette propriété ni te contacter à moins que tu ne le fasses en premier. »« Je ne les contacterai pas, » dis-je doucement. « J'ai compris quelque chose, Bill. On peut donner la vie, mais pas l'âme. J'ai passé 40 ans à essayer d'être une bonne mère, mais je ne peux pas réparer ce qui est brisé en eux. Je dois les laisser trouver leur propre chemin maintenant. » « C'est dur à dire pour une mère, » remarqua Bill. « C'est dur à vivre pour une mère, » répondis-je. « Mais regarde autour de toi. Ces gens-là? Ils sont ma famille maintenant. Ils ne veulent ni mon argent ni mes terres. Ils veulent juste faire pousser quelque chose de beau. Ça me suffit. » Alors que le soleil commençait à se coucher, les jardiniers rentraient chez eux, les mains sales et le visage fatigué mais heureux. Je suis retourné seul vers la ferme. Je suis passé devant l'endroit où se trouvait l'ancienne porte de la cave, là où j'avais caché la boîte en métal qui m'avait sauvé. J'ai compris que cette boîte ne contenait pas seulement un testament et de l'argent. Elle contenait ma liberté. Mes enfants pensaient me laisser sur le chemin de la mort, mais en réalité, ils m'ont laissé sur le chemin de la découverte de moi-même. Sans leur avidité, je n'aurais jamais réalisé à quel point j'étais forte. Je suis rentrée et me suis assise à la table de la cuisine. J'ai pris une photo de Robert et je lui ai souri. « Nous avons gagné, Robert, » ai-je murmuré. « La terre est en sécurité. Les arbres poussent. Et je n'ai plus peur du noir. » J'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis montée à l'étage. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas fermé la porte de ma chambre à clé. Je n'en avais pas besoin. Les monstres avaient disparu et le jardin était en fleurs. Je me suis glissée dans mon lit et j'ai écouté le chant des grillons dans les champs. Le monde était vaste, silencieux et plein de vie. Et pour une vieille femme qu'on avait laissée pour morte sur un chemin poussiéreux, je me sentais la plus chanceuse des femmes. Voici mon histoire. Ce n'était pas celle que mes enfants voulaient écrire pour moi, mais celle que j'avais choisie. Et tandis que je m'endormais, je savais que demain matin, je me lèverais, enfilerais mes bottes et retournerais au travail. Car il y a toujours quelque chose de nouveau qui n'attend que de pousser. Le parcours de Martha nous enseigne une vérité difficile mais essentielle.
Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous faites pour les autres, et votre loyauté ne doit jamais être à sens unique. Parfois, ceux que nous aimons le plus sont ceux qui nous considèrent comme les moins dignes de notre affection. Ils essaieront peut-être de vous convaincre que vous êtes trop vieux, trop faible ou trop perdu pour vous défendre, mais ils se trompent. La vie a parfois cette façon de nous laisser en plan. Il peut s'agir d'une trahison, d'une perte ou d'une porte qui se claque au nez. Mais se retrouver dans la poussière n'est pas la fin de votre histoire. C'est le moment où vous réalisez que vous êtes enfin libéré du poids de ceux qui n'ont jamais mérité votre cœur. Ne laissez pas les ombres de votre passé obscurcir la lumière de votre avenir. Comme un jardin en hiver, tu peux sembler en sommeil, mais au fond de toi, tu rassembles la force de t'épanouir plus magnifiquement que jamais. Tiens-toi droite, préserve ta paix intérieure et souviens-toi. Il n'est jamais trop tard pour reconquérir ton héritage. Si cette histoire t'a touché, ou si tu crois que la justice finit toujours par triompher, rejoins notre communauté. Nous partageons chaque jour des histoires comme celle de Martha, des récits de résilience, de force et de l'incroyable puissance de l'esprit humain. En vous abonnant à cette chaîne, vous ne regardez pas seulement une vidéo. Vous soutenez un espace où l'on célèbre les secondes chances et le triomphe des plus faibles. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Avant de partir, j'aimerais avoir votre avis. Si une personne que vous aimez vous a trahi comme les enfants de Martha, pourriez-vous un jour lui pardonner? Ou certaines blessures sont-elles trop profondes pour être réparées? Parlons-en dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas, restez fort, restez sage et continuez à évoluer.